vous êtes pacifiste, vous êtes un traître. Musk ou Zuckerberg? Le journalisme ou les réseaux sociaux? Quelles sont les valeurs qu'on doit défendre dans les tranchées? Vous aimez Napoléon? Les territoires ou les gens? Pourquoi c'est aussi sale en France? Je ne sais plus quelle était vraiment la question, mais Vous inquiétez pas. on va retomber sur nos pattes. Oui. Quinton Esther, bonjour, on est à la Librairie du Globe. Je suis ravie de recevoir un jeune auteur. Ça m'arrive assez rarement. Quel âge avez-vous? 25 ans. Ah, mais vous êtes donc... ça va, alors vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas un si bébé. jeune que ça. Vous n'êtes pas un bébé. Je pense que comme vous n'avez pas un background encore trop important, c'est peut-être plus intelligent de vous laisser la présentation à vous-même. J'ai un parcours assez classique et j'ai fait une école de journalisme tout simplement. J'ai écrit dans la presse locale pour me former. J'ai fait une entrée express en fac d'histoire parce que je voulais avoir un background assez panoramique de l'histoire et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi le système de l'université avec des cours très erratiques. Voilà, il me fallait un cadre et donc je me suis mis à écrire parce que l'actualité et la politique en particulier m'ont toujours intéressé. Et je suis rentré à la Dépêche du Midi, qui est le journal local de Agen, dans Lot-et-Garonne, chez moi. Et puis après, j'ai multiplié les stages, les expériences à la radio, dans des petits journaux. Et puis aujourd'hui, je travaille à Valeurs Actuelles, où je suis depuis 3 ans, et je suis rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Région. C'est-à-dire que je m'occupe des correspondants qui traitent l'actualité locale un peu partout en France. Ouais, les valeurs actuelles, on va en parler. Et d'ailleurs, à propos des valeurs, vous avez écrit un livre, Le réveil de la droite. La salle des réveils, c'est une réanimation. Quelqu'un de 25 ans qui s'intéresse à la réanimation, il y a pour moi déjà un conflit de génération. Le conflit de génération que j'ai vu à travers la reine d'Angleterre qui est morte et qui a cédé ses pouvoirs à un retraité. Dans ce système où il y a Biden qui est un monsieur très fatigué, son opposant qui est un monsieur peut-être moins fatigué physiquement, où on parle sans arrêt de Poutine qui est un vieux, et la médecine fait tellement de progrès que les vieux sont loin de céder leur place. Comment vous trouvez votre place? Pourquoi vous vous intéressez à la droite qui est dans la salle de réanimation? Déjà, la vieillesse est peut-être synonyme de sagesse. Souvent, on oublie de le dire par le jeunisme qui caractérise notre époque. Si je m'intéresse au réveil de la droite, comme je l'ai nommé, c'est parce que, déjà, je m'estime de droite par mes valeurs, bon, on le développera sans doute après, c'est que la droite n'est plus au pouvoir depuis 2012 et le départ de Nicolas Sarkozy de l'Élysée. Et que même si elle rencontre une majorité de Français dans l'opinion qui partagent les valeurs de la droite, elle n'arrive pas à revenir au pouvoir. On voit une différence entre ce que pensent vraiment les Français et leurs représentants. Donc après, en tant que jeune, je m'intéresse forcément aux voies de salut pour l'avenir de la France, de la société, et je vois qu'elle va de plus en plus mal. Et donc je ne vais pas aller spontanément, comme beaucoup de ma génération, vers une espèce de nihilisme ou d'extrémisme qui tend à dire que voilà, ils sont tous pourris, il ne faut pas s'intéresser à tout ça. Moi je pense que notre cadre politique, qui est une démocratie, 5e République et tout ça, n'est pas mort, que c'est
jusqu'à preuve du contraire, le pire des systèmes, enfin le meilleur des systèmes à l'exception de tous les autres, hein, comme disait Churchill, si je paraphrase à peu près bien. Et donc je pense que les moyens du salut existent et il faut juste savoir actionner les bons leviers. Vous dites que la droite n'est pas au pouvoir en France depuis quand, vous dites ? Depuis 2012. Moi, je pense que la droite n'est plus... Enfin, je pense que la gauche est au pouvoir depuis la Révolution d'octobre. Et ça s'appelle le bolchevisme. Ça dépend les degrés de lecture, effectivement. Par exemple, on parle, la veille des élections aux États-Unis, on parle des démocrates et des républicains. Pourquoi les républicains ont une si mauvaise image ? Et tout ce qu'ils représentent, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils représentent ? C'est Jefferson. Les républicains. Jefferson, c'est l'État ne doit pas trop se mêler dans la vie des gens. Les démocrates, c'est autre chose. D'où ce problème, à votre avis, qui dépasse la France, qui dépasse la Russie, qui dépasse... Je ne pense pas que les références politiques de nos contemporains remontent jusqu'à Jefferson, malheureusement ou pas d'ailleurs, mais le problème du clivage démocrate-républicain, comme on le voit aux États-Unis, qui est très moralisé, on le retrouve aussi en France, c'est le clivage droite-gauche. Peut-être qu'aux États-Unis, ils sont précurseurs sur la question aussi, en ce en quoi la droite représente bien souvent le mal et la gauche le bien, puisque la gauche défend la veuve, l'orphelin, l'opprimé dans l'imaginaire collectif, et la droite qui est plus pour la responsabilité individuelle, l'entrepreneuriat, et tout ça, ce sont des valeurs qui sont chez nous, comme outre-Atlantique, pas forcément bien connotées. Voilà jusqu'où va mon analyse. Oui, mais ma question, c'est pour vous qui appartenez à un monde qui est un métamonde. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens de votre génération ne doivent pas accepter une espèce de trinité qu'on nous impose quand on naît, à savoir la nationalité, la citoyenneté et la religion. Aujourd'hui, moi j'ai des origines russes, j'ai très peu vécu en Russie et je pense que je vis dans une espèce de méta-Russie. Et j'ai l'impression que les gens de la génération de mon fils, donc vous, c'est des gens qui ne doivent pas réfléchir dans ces paramètres-là. Et les questions qu'on se pose par rapport à la France, c'est les mêmes questions qu'on pose par rapport aux États-Unis. À chaque élection, on voit que le pays est divisé en deux. Pas en deux 30-70, c'est 50-50. C'est-à-dire que le système droite-gauche, ce n'est plus... Enfin, peut-être que la solution, c'est le système politique des réseaux. Réseaux sociaux ou autres, mais ce système de droite-gauche, il est évident qu'il est dans une impasse. Le système droite-gauche, pour moi, il est encore très opérant dans la mesure où... D'autant plus que, pardon, mais j'ai l'impression que c'est gauche-gauche. Certes, mais dans la mesure où la gauche représente un certain nombre de valeurs et la droite d'autres valeurs, je disais la liberté vs l'égalité, hein, pour faire simple, ça me semble, enfin, c'est pas des valeurs qui disparaissent comme ça. On trouvera toujours des gens qui seraient quand même davantage de la liberté comme un vecteur d'émancipation, et d'autres qui vont dire il faut corriger à tout prix ça par plus de politique d'aide, de redistribution, le socialisme, la gauche, pour faire court, quoi. Mais pour ce que vous disiez par rapport à la jeunesse, c'est très vrai, c'est que je sais pas si on peut appeler ça du nihilisme, mais ma génération se retrouve assez peu dans les systèmes traditionnels qu'on a connus avant, dont l'apogée était avant 68, où on a un cadre institutionnel assez rigide, on a la famille, l'État, la religion, mais en parallèle, on voit que malgré cet éparpillement, il y a quand même toujours un retour irrémédiable à la communauté, à la racine, et ce qui fait que on observe tous ces communautarismes qui ont jailli depuis que justement tous ces repères, ces références se sont effondrés ou
ou dilués les uns après les autres. Donc c'est pour ça que j'en reviens au réveil de la droite, tout ça. Ma réflexion a l'air de s'inscrire dans un cadre très traditionnel, mais c'est parce que c'est pas par réactionnariat ou par conservatisme instinctif, c'est que j'estime que ces structures-là, même si on s'en est éloigné parce que elles ont pu montrer leurs limites ou un moment où qu'on en a été repoussé, elles sont immuables dans la société. Alors, droite-gauche, on les appelle droite-gauche, on les appelle citoyens du monde, comme vous vous qualifiez peut-être, ou citoyens d'un État. Je pense que c'est des structures encore pertinentes pour l'organisation de la société et le bien-être des individus. Quand je dis citoyens du monde, c'est pas du tout dans le sens... Je dis pas ça de manière péjorative. Globaliste, c'est le contraire. Moi, je pense que le monde de nationalité ne me va pas. Ce qui me va, c'est le monde de culture, des cultures, mais pas des nationalités. Et je pense que c'est peut-être là la différence. C'est-à-dire que, par exemple, quand je parle de la méta-Russie, et c'est peut-être ça la solution pour la Russie, c'est d'accepter cette dispersion. Le peuple juif, sa force était qu'il était dispersé. C'est un méta-peuple, c'est un méta-pays. Et c'est pour ça qu'ils sont très forts culturellement, parce qu'ils ne vivent pas sur un territoire. Oui, tous les pays, toutes les communautés nationales ont des diasporas très fortes. La diaspora française, grâce notamment à la francophonie, est encore très puissante, mais il n'y a pas de francophonie sans France. Il n'y a pas de communauté sans une unité géographique, même une géographie mentale définie. Donc je comprends votre réflexion, mais j'ai du mal à voir... à envisager un monde où les gens seraient complètement déracinés, puisque même votre identité telle que vous la formulez, elle est enracinée dans une Russie qui a ses limites géographiques. Oui, mais sauf que je ne suis pas obligée de rester à Moscou pour continuer d'être une Russe. Tout à fait, mais sans cette Russie-là territoriale, vous seriez déraciné. Vous êtes journaliste. Oui. Ça existe encore, le journalisme? Le journalisme ou les réseaux sociaux? Les journalistes fonctionnent beaucoup avec les réseaux sociaux, notamment avec Twitter devenu X. Ça leur dicte un peu leur manière pas de penser, mais de voir, d'appréhender les choses, puisqu'on sait qu'il y a des bulles très déformantes, des miroirs très déformants de la réalité sur les réseaux sociaux. Et on s'astreint à regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour déterminer le prochain sujet qu'on va traiter ou l'angle sous lequel on va le traiter. Donc ça peut expliquer le défaut de représentativité des journalistes envers la population, puisque toute la population ne s'exprime pas également sur les réseaux sociaux, et ce qu'on voit sur Twitter, c'est une infime partie et qui extrapole un peu les sensibilités des gens dans la société. Mais parce que... Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, on essaie de réfléchir. Le problème de la presse, c'est qu'elle cherche à aller plus vite que les réseaux sociaux, et c'est une cause perdue. Je suis pas certain. Quelle est la valeur ajoutée de la presse par rapport aux réseaux sociaux? C'est l'exhaustivité, c'est la profondeur d'analyse, c'est... du moins en théorie, je ne sais pas si en pratique c'est toujours le cas, mais sur les réseaux sociaux, ça va très vite. C'est souvent très biaisé, alors que sur la presse, dans la presse, après il y a différents types de presse. Il y a la presse écrite, il y a la télé, la radio, et tous ces supports on transmettent l'information de manière très différente en qualité, en quantité. Par exemple, quand la guerre en Ukraine est racontée par la presse américaine, parce que souvent on cite la presse américaine pour donner telle ou telle nouvelle. Comme souvent je suis sur LCI, on dit CNN a dit, ou New York Times a dit, Washington Post a dit, et au fait, Washington Post, ce qui m'étonne,
c'est que de mon temps, la presse comme ça américaine donnait des grandes lignes analytiques. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, Biden a dit « je ne vais pas donner des ATACMS aux Ukrainiens ». Et puis la visite de Zelensky est terminée et je ne sais plus, Washington Post ou New York Times sort « notre source, qui n'a pas de nom, nous a dit que peut-être qu'il va quand même donner quelques ATACMS. Pas beaucoup, mais un peu. » C'est-à-dire que la presse, aujourd'hui, ne cite pas les sources, ne donne pas d'analyse, ne donne pas vraiment de news. Elle entretient une espèce d'illusion qui n'en est pas une. Et c'est Washington Post et New York Times. Qu'est-ce qui se passe avec le journalisme ? Que ça a évolué par rapport à il y a quelques années en arrière ? Je pense, en tout cas, quand je vivais derrière le rideau de fer et qu'on avait accès à des journaux comme New York Times ou Washington Post, on voulait une opinion des grands journalistes qui nous donnaient des orientations. La presse a toujours été, elle est de plus en plus prescriptrice d'opinion, entre guillemets. Vous trouvez ? Oui. Oui, on voit l'essor de la presse d'opinion. Moi, je travaille dans un journal qui est identifié comme tel. Valeurs Actuelles a beaucoup plus le vent en poupe ces dernières années que des médias dits généralistes tels que Le Monde, qui par leur fadeur ou leur généralisme attirent moins le regard. Ouais. Parce que en regardant, en lisant, j'ai l'impression que la presse, pas les réseaux sociaux, mais la presse fait ce que autrefois faisait une petite presse, même pas régionale, mais citadine. Vous savez, à Deauville, il y a un petit magazine sur la vie de Deauville, le 21e arrondissement, je pense que ça s'appelle. Et aujourd'hui, on raconte souvent la guerre avec des petites anecdotes, des petits gens, des petites babouchkas qui font leur borsch pour... c'est la presse régionale. Oui, mais la presse est prise en général de plus en plus, j'ai l'impression de remords ou de... elle a le souci de la représentativité, donc elle va faire appel de plus en plus à des exemples très concrets, locaux, concernants pour les gens, puisque on voit que les gens s'en détachent, font de moins en moins confiance à la presse et que c'est une des professions, un des corporatismes les plus détestés par la population. Beaucoup de journalistes pensent qu'en parlant de sujets beaucoup plus concernants et vraiment proches des gens, ils vont se rapprocher d'eux. Moi, je pense que c'est davantage par leur représentativité politique qu'ils s'en rapprocheront et qu'ils arriveront à attirer à nouveau des lecteurs, quoi. Si on parle de la presse, on parle de la liberté de parole. Musk ou Zuckerberg ? Elon Musk. Musk ? Zuckerberg, je le vois un peu, après j'ai peut-être un point de vue biaisé, je connais pas suffisamment le personnage, mais comme un androïde qui a, du moins dans son enveloppe physique, qui n'a pas fait grand-chose d'autre que créer Facebook, alors qu'Elon Musk, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, son côté fantasque, comme le décrit si souvent la presse, il a fait bien plus pour l'humanité que Zuckerberg, en révolutionnant l'accès à l'espace, l'industrie automobile, maintenant l'intelligence artificielle pour le meilleur ou pour le pire, mais je pense qu'il est à l'avant-garde des grandes dynamiques qui s'ouvrent devant nous. C'est étonnant parce que les gens de la presse d'opposition à Poutine, par exemple, disent exactement le contraire. Ils disent que Musk, c'est une menace parce que c'est un riche autiste qui... ils vont même jusqu'à dire que c'est la Russie qui l'a acheté. Pourquoi, à votre avis, cette haine vers quelqu'un qui finalement a interdit la censure. Et puis il a redonné la parole à Trump. Voilà, c'est tout ça. Non, mais alors, du point de vue des Russes... c'est une manipulation. Du point de vue des Russes, je ne sais pas pourquoi cette haine ou cette distance. Vous connaissez mieux le sujet que moi, mais du point de vue de la société française ou occidentale,
il y a toujours ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'opposition démocrate-républicain. Bon, Elon Musk s'inscrit manifestement davantage chez les républicains que chez les démocrates bien pensants et wokistes, pour caricaturer et faire un peu simple. Et puis il y a tout ce que chez nous on déteste, enfin on n'aime pas trop mettre en avant, c'est la réussite, la richesse, et puis un côté un peu hors norme, hors classe dans la manière d'être, de transgresser, de parler, Voilà, en France, on n'a jamais vraiment aimé, malheureusement, l'entrepreneuriat, encore moins le libéralisme qu'on décrit comme le mal absolu qui nous frappe, alors que, à mon sens, c'est pas l'excès de libéralisme, c'est le manque de libéralisme qui fait que la société française connaît tous ses déboires. Et en France, il y a des personnes comme Elon Musk? Des entrepreneurs, il y a Bernard Arnault qu'on cite tout le temps en exemple. Voilà. Après, il s'inscrit dans l'industrie du luxe et ce qui n'est pas vraiment disruptif, pour reprendre un mot à la mode. Donc des entrepreneurs de génie comme Musk, il doit y en avoir certainement. On le voit au nombre de startups et à la fuite des cerveaux, mais qui ont l'ampleur de Elon Musk, je ne sais pas. Elon Musk, il est né en Afrique du Sud, donc je pense qu'il n'a pas droit de devenir un président des États-Unis. Mais vous verrez un monsieur comme ça être président de la plus grande puissance du monde, c'est mieux que Trump ou un acteur de la faiblesse, Zelensky. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais si on parle en termes de probabilité, compte tenu de la faiblesse de l'offre politique aux États-Unis, faiblesse en termes en nombre de personnages, mais aussi sur la qualité de ces personnages, je pense que ça peut tout à fait marcher. Parce que c'est la faiblesse ou parce que c'est un personnage intéressant? Justement, parce que d'un côté il y a de la faiblesse et de l'autre on a un personnage tonitruant qui bouleverse tout, qui transgresse tout, comme l'a été Trump à un moment, et c'est ce qui lui permet d'accéder au pouvoir. C'est l'échec des figures de proue classiques aux États-Unis qui a nourri le succès et l'essor de Donald Trump et qui pourrait demain accoucher d'un nouveau trublion ou bouffon, diront certains, comme peut l'être Elon Musk. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on reproche au monde politique actuel, c'est qu'il n'y a pas de personnalité comme l'était Dame de Fer, Thatcher ou Nixon. Reagan. Oui, tout à fait. Qui était un acteur aussi avant d'être Exactement. président. Donc on dit qu'il n'y a pas de personnalité, c'est pour ça, cette pauvreté. Mais je pense que c'est le contraire. Il y a des personnalités. Le souci, c'est que ces personnalités n'ont plus de problème de morale. Mais des personnalités, il y en a. C'est juste que leur code de morale n'est pas comme celui d'avant. D'ailleurs, à propos du moral, la loi ou le moral, qu'est-ce qui est le plus important? On a 4 heures pour répondre à la question. Oui. Je ne l'ai pas anticipé, mais je ne saurais pas vous répondre. En revanche, donc je vais répondre à la première partie de la question, et peut-être que j'aurai une réponse qui va me venir entre-temps. Mais sur les personnalités dont on parlait, je pense que si elles suscitent tant de distance, voire de défiance, c'est pas seulement à cause des résultats de leur politique qui est souvent infructueuse pour les classes moyennes populaires qui portent justement au pouvoir des gens qui sortent de ces schémas, mais c'est précisément parce qu'elles s'inscrivent dans des schémas très conformistes. Et là, on peut revenir peut-être à mon bouquin et à la France, je vais faire un peu de promo, mais David Lisnard, qui est donc, je rappelle, le maire de Cannes, et président de l'Association des maires de France, ce en quoi lui, il se démarque des autres personnalités politiques, c'est qui se démarque le plus, c'est par son logiciel politique qui est farouchement libéral ou ordo-libéral, quand toutes les personnalités qui squattent le débat public en France sont de l'extrême centre à l'extrême droite, farouchement étatistes, centralisatrices, très jacobines, qui
nourrissent des politiques qui nous ont menés précisément là où on en est aujourd'hui. Donc, après, c'est peut-être un peu banal ce que je dis, mais quand il y a des gens un peu transgressifs qui sortent du lot, forcément, ils n'ont pas beaucoup de mal à se démarquer par rapport au conformisme sur le fond et sur la forme que représentent les personnalités politiques du moment, quoi. D'où des sondages un peu effrayants quand il y a un Coluche qui se présente, ou quand il y a un Bigard, ou une Affida Turner même, ou un Hanouna. Dans la vraie vie, je pense pas qu'il ferait un gros score, mais je pense qu'il ferait un score suffisamment significatif pour alerter sur la marche de notre démocratie. Est-ce que l'extrême droite, c'est un contre-candidat technique? Dans le sens où on a toujours... chez nous, par exemple, en Russie, les candidats techniques, c'est des communistes, parce que on a toujours dit tout sauf les communistes. Un pays qui a tellement souffert des bolcheviks, ça se comprend. Et en France, j'habite ici depuis... je vous dirai pas, mais c'est toujours l'extrême droite. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est toujours le même nom de famille. Oui. Est-ce que c'est des candidats techniques ? Alors déjà, extrême droite, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, parce que c'est un mot qui a été tellement dévoyé et usé jusqu'à la corde qu'il en a perdu son sens. Mais si on qualifie Marine Le Pen et le Rassemblement National comme une mouvance, une candidate d'extrême droite, oui, c'est un candidat technique dans la mesure où c'est le miroir du candidat du camp du bien, ou le candidat conformiste qui est en face, et les deux s'auto-alimentent, s'entretiennent, et l'un sans l'autre ne peuvent pas survivre. Donc au-delà de cette considération, de ce constat très simple, et que bien d'autres ont fait avant moi, je trouve que c'est très mortifère pour la démocratie, puisque et pour l'offre politique qu'on nous présente, et ça explique l'abstention record, et l'attrait pour des candidats hors système ou des tribuns. Mais je trouve tout ça tout à fait mortifère, dans la mesure où qu'est-ce qu'on nous présente comme politique alternative, soit le social-étatisme, comme le qualifie David Lisnard, qui est au pouvoir en France depuis, disons, Valéry Giscard d'Estaing, soit un espèce de nationalisme protectionniste, souverainiste. Voilà. Pour autant, je trouve pas que ce sont des gros mots, mais la réalité est loin d'être aussi binaire, manichéenne, et donc j'ai du mal à voir la pertinence de ce clivage qu'on essaie de nous... pas qu'on essaie, mais qu'on a réussi à nous imposer, et que Emmanuel Macron a consolidé depuis son arrivée au pouvoir. Depuis 1 an et demi de la guerre en Ukraine, on nous parle du conflit entre la démocratie et les autres. Est-ce que la démocratie, c'est pas un pouvoir comme les autres ? Est-ce que la démocratie, c'est pas une autocratie comme les autres ? Est-ce que c'est pas le pouvoir des familles ou des clans, tout au mieux, comme les autres ? Là, vous décrivez l'oligarchie, peut-être. La démocratie, sur le papier, c'est le pouvoir du peuple. Après, qu'il y ait des dérives qui amènent certaines factions à avoir plus d'influence que le peuple lui-même, certainement. En Russie, peut-être plus qu'en France, d'ailleurs. Les États-Unis, quand un contre-candidat à Biden, c'est Madame Obama, et avant, il y avait une Madame Hillary Clinton. Oui, quand je pose cette question, on me dit oui, mais c'est des vraies femmes politiques. Mais bien sûr, mais elles viennent de la vraie famille des gens politiques. Comment dire, le pouvoir de la démocratie, c'est un pouvoir tribal comme un autre. En l'occurrence, Michelle Obama et Hillary Clinton, si on les présentait comme des potentielles candidates, c'est parce que elles étaient les plus identifiées et connues, et qui avaient surtout une question de notoriété. Quand on regarde en France quels seraient les potentiels candidats
à l'élection présidentielle ou les personnalités politiques préférées des Français, on regarde la tête de ce tableau de bord, c'est toujours François Hollande, Nicolas Sarkozy, Anne Hidalgo, Rachida Dati. Ou leurs enfants, ou des gens qui sont dans cette mouvance-là oui, et qui squattent le haut du classement juste parce qu'ils sont connus, pas parce qu'ils sont... alors que les personnes que je viens de citer ont été à un moment donné les plus détestées dans la société. Donc c'est ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la starisation du politique, quoi. Je ne sais pas si c'est une starisation, je pense que c'est beaucoup plus profond. Moi j'appelle ça du tribal, parce que on nous a autorisé de penser que l'arbre généalogique n'est plus pris en compte. Mais il est pris en compte. Oui. De toute façon, ça n'a jamais cessé. Au fond, la question, c'est qu'est-ce que la démocratie nous propose aujourd'hui comme valeur qu'on doit défendre. La reproduction sociale, interne à des petits groupes au pouvoir, ça a toujours existé, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est pas, à mon avis, quelque chose de plus important qu'à une certaine époque, du moins en France. Mais ensuite, ce que vous dites sur la pertinence des valeurs démocratiques, c'est à mon avis tout l'enjeu est là. Je vais poser la question autrement. Parce que démocratie, c'est tout de suite, on aura des foudres sur la tête. On parle des civilisations. On dit, voilà, il y a le monde civilisé, et puis je pense que c'était le patron de l'Union européenne qui a dit ça. Il y a le monde civilisé qui est le jardin d'Éden et la jungle. Et après, on se pose la question pourquoi il y a des problèmes avec la jungle. Alors, il y a le monde civilisé et donc les autres. Le monde civilisé, aujourd'hui, parle du grain. Moi, j'apprends que le grain dont on a tellement parlé, c'est juste un pourcentage minime pour les pauvres. Comment ça se fait que l'Union européenne paye des dotations aux producteurs des grains pour qu'ils ne produisent pas trop, quand il y a tellement de famine ailleurs? Est-ce que c'est ça la civilisation et les valeurs? La question, là non plus, je ne l'ai pas encore anticipée ni vraiment réfléchie, mais oui, vous avez l'air de pointer les dérives d'un système très technocratique et bureaucratique. J'ai envie de comprendre les valeurs actuelles. Ah d'accord, voilà. On en vient. Oui. Non mais franchement, je ne saurais pas répondre à votre question. Là. Peut-être que si vous la posez en d'autres termes. Non. Alors, on revient dans la question précédente. Quelles sont les valeurs qu'on doit défendre dans les tranchées? Les valeurs l'opposition de valeurs qui semble se dessiner et qui, à mon avis, est très pertinente, contrairement à ce que pense une grande partie de la droite française dans laquelle je m'inscris. C'est l'opposition entre la liberté et une forme de tyrannie, entre la démocratie et le totalitarisme, le libéralisme, l'illibéralisme. Il y a, et je le déplore d'ailleurs, un attrait pour ces valeurs qui sont opposées aux nôtres, notamment avec le conflit en Ukraine, où il y a un attrait, je trouve, assez malsain d'une grande partie de la droite envers la Russie, au détriment de l'Ukraine et d'un peuple qui a le droit de se déterminer, alors pour plusieurs raisons, qui sont toutes plus ou moins valables, qui ont tout un fond de vérité sans doute, mais par exemple le rejet de l'atlantisme, le rejet d'un Occident ou d'une société française qui serait décadente, et qui je pense l'est tout de même, une espèce de virilité, d'autorité incarnée par Poutine et qui nous fait défaut en France parce qu'on n'a pas de leader et puis on n'est plus sur la pente ascendante du progrès et de la civilisation qui nous a fondés.
Donc je pense que enfin, c'est un peu vaporeux ce que je dis, mais je pense que l'opposition semble très nette entre la liberté et la tyrannie, et qu'il faut savoir choisir son camp, a fortiori quand on se réclame de la France souveraine, libre, indépendante, telle que la définissait le général de Gaulle, pour qui l'autodétermination des peuples était une valeur cardinale. En fait, je pense que quand on veut défendre quelque chose, ce quelque chose s'appelle un projet. Et un vrai projet, c'est pas comme en Union soviétique le plan quinquennal. C'est un plan qui doit aller vers les 1000 ans, comme le projet de Vatican. C'est un projet. C'est pour ça qu'il tient la route encore aujourd'hui, parce que c'est un projet long qui dépasse les présidentielles ou une génération. Les Chinois, c'est un projet, parce qu'il va au-delà d'un siècle. J'oserais dire que les bolcheviks, c'est un projet qui, à mon avis, continue de gagner. On appelle aujourd'hui, c'est quelque chose représenté par Poutine, mais non. C'est le bolchevisme est allé jusqu'aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un pays socialiste aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Quand il est gouverné par les démocrates, c'est indéniablement. Voilà, oui. c'est ce que là-dessus on est d'accord. Quel est le projet de ce monde qu'on appelle la démocratie et pour lequel aujourd'hui on nous appelle à nous réunir? Quel est ce projet qui va au-delà d'une élection d'un tel ou tel monsieur qui est un projet, le projet britannique par exemple, qui a commencé au XVIe siècle. Ça, c'est un projet. C'est pour ça qu'ils tiennent. Non, mais c'est toute la question. La démocratie a un projet de liberté, mais la liberté, c'est quelque chose d'impalpable et c'est un régime qui a montré, enfin, pas qui a montré ses limites, mais on voit la nasse dans laquelle on est aujourd'hui, donc on impute ces problèmes à ce régime en tant que tel. Sauf que voilà, en face, il y a des régimes qui ont un projet expansionniste, enfin, voilà, politique identitaire bien plus fort. Et donc, en opposition, nous, c'est difficile de faire vivre ce projet. C'est valable pour la démocratie comme pour la France. C'est facile de dire on est universaliste, mais voilà, il faut savoir incarner ces valeurs-là, et c'est toute la question. Moi, j'ai pas la réponse, et je pense que c'est vraiment la question centrale, c'est celle-là, c'est qu'on n'a pas de projet à long terme, de projet de civilisation ou de nation, tout simplement. Et si on voit un peu plus court terme, la droite, qui est mon sujet de préoccupation, n'a pas, non exclusif, hein, je précise, n'a pas véritablement de projet, ne serait-ce qu'à court terme. La gauche en a un, elle, qui est plutôt identifiable, et c'est comme ça qu'elle se démarque d'ailleurs culturellement, politiquement, bien sûr. Par rapport à la droite. La question à ce propos, pourquoi je pense que je n'exagère pas si je dis que toutes les universités du monde sont des universités de gauche. Harvard, Yale. Pourquoi la droite, avec tous ces gens libéraux, comme Elon Musk, enfin tous ces entrepreneurs, ne créent pas leur système, leur université à eux? Je pense qu'une université doit avant tout être apolitique et neutre. Après, il y a des gens qui en sortent. Non, je dis dans l'intention, dans ce qu'elle devrait être en théorie. Ouais. Après, en pratique, c'est sûr que toutes les universités, alors je connais moins celle des États-Unis, bien que je constate que le wokisme vient de là-bas, avec notre French Theory quand même, sont majoritairement de gauche. En France, c'est pareil. Il y a quelques rares exceptions dues à un microclimat méditerranéen à Nice, par exemple, qui fait que c'est une ville encore où il y a une faculté plutôt à droite. Non, je pense que les facultés, si elles sont à gauche,
c'est pas du fait d'entrepreneurs comme vous les évoquez ou de personnes extérieures qui vont inculquer ça, c'est les professeurs eux-mêmes. C'est la recherche, l'enseignement qui est extrêmement politisé à gauche depuis des décennies. Est-ce que pour autant il faut politiser à droite l'université en créant des organismes de formation politique ou journalistique comme on en voit de plus en plus marqués à droite ces dernières années? Bien sûr que si. Oui, bon, ça peut être un moyen de rééquilibrer la balance politique. Les moyens des bolcheviks qu'ils ont mis dans le soft power... Le savoir, il est apolitique, il est neutre. Après, les gens déterminent leur opinion en fonction de ce qu'ils ont appris et de leur sensibilité. Mais on n'a pas à inculquer un savoir de droite ou de gauche. Le savoir, c'est universel. À mon sens, ça peut paraître naïf, mais je pense que c'est peut-être difficile à défendre, mais le meilleur moyen de lutter contre le savoir de gauche, c'est de faire un savoir tout court. Et après, les gens se déterminent librement. Pour le moment, c'est perdu. Pour le moment, c'est perdu. C'est très classe de penser comme ça, mais c'est perdu. Non, mais après, c'est une bataille culturelle à mener, et puis... je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ces dernières années, il y a quand même une bascule dans l'opinion vers des idéaux plus à droite. On parlait du réveil de la droite. Je ne sais plus quelle proportion de Français, selon les études d'opinion, qui succèdent se classent à droite, mais il est clair qu'il y en a de plus en plus qui sont dans ce segment-là. Et quand on voit les échecs de la gauche, c'est plus facile de se placer à droite. Quand on a parlé pendant 1 an et demi de Wagner, un système militaire qu'on dit milice, à un moment donné, j'ai compris que Wagner, c'est un ordre, au fond. Comme l'étaient les Templiers ou comme l'était Comintern. Le rôle d'un ordre, Philippe le Bel, c'est quand il y a l'État qui perd le pouvoir, il y a un ordre qui le prend pour faire la transition du pouvoir. Et après, quand la transition est faite, l'ordre, il est dissous. Tout ça pour dire qu'on vit un peu partout. Dans le cas de la Russie, c'est Wagner qui est cet ordre qui permet de faire une transition qui n'est pas encore faite. C'est pour ça qu'il n'est pas encore dissous. Mais on est en train de le dissoudre. Plus l'État reprend le pouvoir, plus ça va se dissoudre. On vit dans une époque de changement de quelque chose. À votre avis, quel est le changement quelle époque est en train de se remplacer par une autre? On est en train d'enterrer des règles. On critique l'ONU, on critique l'OTAN, parce que ça a l'air de ne plus marcher. Vers où, à votre avis, J'aurais pas une réponse très originale, simplement répéter ou compléter ce que j'ai dit auparavant. À mon avis, on se dirige vers une opposition assez nette entre démocratie et totalitarisme, entre ce qui reste de notre monde occidental incarné par l'ONU, l'OTAN et toutes ces structures transnationales-là, et d'un autre côté, la revanche du tiers-monde ou des BRICS et la Russie, la Chine, l'Inde, tous ces blocs-là. On passe d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Mais après ça, je ne suis pas spécialiste de géopolitique et je pense que cette analyse-là, d'autres la font aussi. Je pense qu'on a une illusion, qu'on a vécu dans un monde de paix. Aujourd'hui, tous les jours, et tous les représentants politiques, tous les présidents de toutes les sociétés démocratiques ou pas démocratiques parlent que de la paix. Et on est en guerre. On n'a jamais autant parlé de la paix. Il y a la Chine qui propose sa variante de paix, les Russes, Zelensky. On n'a jamais cessé d'être en guerre. L'état de guerre, c'est un état normal de la société. Vous êtes d'accord? C'est une façon non politiquement correcte de voir les choses, mais je pense que très juste,
puisqu'il suffit, On n'a jamais cessé, il suffit de regarder dans le rétroviseur de l'histoire et on voit qu'on a toujours été en guerre. Ce pourquoi les dirigeants parlent peut-être toujours d'aller vers la paix. Après, c'est peut-être un objectif, un horizon illusoire. Mais je pense que, voilà, comment peut-on se réclamer de la guerre? Les peuples, l'aspiration ultime des peuples, c'est de vivre en paix. Bah, la guerre, c'est le dernier argument, argument des rois. Quand ça, oui, c'est sûr. Alors, la guerre, la grande guerre, c'est toujours un état de société qui nous pose des questions philosophiques. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de combien de mètres dans quelle tranchée on a pris, il faut se poser quelle est la question philosophique de cette guerre. Par exemple, j'ai l'impression que c'est la fin du modernisme aujourd'hui. Et la guerre qui était posée par la Première Guerre mondiale, déjà. Et à votre avis, pour vous, quelle est la question philosophique que vous vous êtes posée dans votre rédaction ou vous personnellement? Y a-t-il une question philosophique qui vous vient à l'esprit après qu'on voit cette espèce de retour à la guerre au couteau, pratiquement? J'ai pas vraiment de questions qui se dégagent, mais un constat, c'est l'absurdité. Voilà. On a l'impression d'une marche continuelle vers le progrès technique, scientifique, moral, de la connaissance, et que des lubies de dirigeants totalitaires nous ramènent, pas à l'âge de pierre, mais presque. Voilà. Je pense que ce qu'on voit en Ukraine, c'est d'une absurdité sans nom. Je ne sais plus où en est le compteur de morts actuellement, mais tout ça pourquoi? Pour grappiller quelques centaines de kilomètres carrés qui sont, on ne sait pas s'ils appartiennent vraiment à la Russie, enfin vous le savez, mais pour des revendications territoriales, alors que c'est un pays qui a déjà la plus grande surface du monde, pour un idéal, on ne sait pas vraiment lequel, pour dénazifier, fumisterie. Donc non, moi qui ne suis pas spécialiste de géopolitique, quand j'observe tout ça, voilà, c'est juste un sentiment de dégoût et un constat d'absurdité absolue. Le problème, c'est que autant pendant les années 60, peace and love, c'était bien. Aujourd'hui, on dit si vous êtes pacifiste, vous êtes un traître. Le paradoxe, non? Oui. Aujourd'hui, si tu es pacifiste, tu es dans un camp des mauvais. Comment vivre avec ça? Il faut arriver à faire comprendre que le pacifisme, ce n'est pas une mollesse de la pensée ou de l'action. C'est pas, comme vous dites, peace and love. C'est pas, on a tendance à caricaturer des valeurs ou des positions comme... alors en ce moment, on entend beaucoup Alain Juppé revenir sur les plateaux pour faire la promotion de ses mémoires et il parle tout le temps de modération. Et il dit la modération, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que la radicalité ou que l'extrémisme qu'on confond souvent d'ailleurs. Parce que ça nécessite une discipline d'esprit, voilà, pas tomber dans des travers très simples. Et je pense qu'il a raison. Alors, Alain Juppé a peut-être tendance à à être un peu trop modéré sur certaines questions et à avoir de la radicalité là où il n'y en a pas forcément. Mais il a raison dans son constat où les gens qui se qualifient de centre-droit sont qualifiés par la droite dure ou d'extrême droite comme des centres mous. Et puis les gens au centre-droit vont dire eux c'est des fachos. Et en fait on est dans des oppositions factices, stériles. Et ce qui mène à ces antagonismes-là à ne plus se parler ou à être complètement imperméables les uns aux autres. Et on parle à nous-mêmes dans des bulles et ça polarise la société encore davantage. C'est comme ça que je vois les choses. Mais après, la paix, comme vous disiez, c'est un objectif louable et à mon avis, l'objectif ultime de tous les peuples et de tous les dirigeants qui veulent être réélus par ces peuples, c'est bien normal.
En fait, on nous a, dans la presse, aussi inconsciemment, cette personne de Zelensky nous ont habitués à penser qu'il faut jouer avec la somme zéro. C'est-à-dire que quand soit tu gagnes, soit tu perds. Et si tu ne choisis pas, t'es impossible. Est-ce qu'il faut jouer avec la somme zéro ou, au contraire, c'est une époque de compromis? Un compromis, d'un côté, je viens d'un pays où un compromis n'a jamais... Ceux qui ont essayé de faire un compromis avec Staline sont tous morts. Parce que ils ne pardonnaient pas. Donc, mais en même temps, la somme zéro, c'est... je ne sais pas si on peut résumer l'époque où le clivage a soit c'est la somme zéro, la somme nulle ou le compromis. Je pense qu'il y a des deux. Après... j'ai perdu le fil de ma pensée, mais... Non, parce que, en fait, quand ceux qui proposent un compromis sont tout de suite enregistrés dans des lâches. Voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la modération, c'est la mollesse, et pour autant, c'est les gens qui critiquent souvent le compromis, qui exhortent à un compromis avec la Russie. Il faut trouver, il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas l'encercler ce qu'il faut, il ne faut pas... Donc oui, effectivement, mais après le compromis, la somme nulle, tout ça, ça a toujours existé. Et je pense que le compromis, c'est un peu l'excuse aussi d'une certaine lâcheté de temps en temps, puisque on peut être radical comment dire, quand on tranche un problème, on peut avoir une solution radicale et pas extrémiste pour autant. C'est un peu vaporeux ce que je dis, non ? Non, pourquoi ? Vous savez, il faut laisser le temps. Après, quand vous allez devenir un célèbre rédacteur en chef d'une grande chaîne de télévision, on va regarder ça, on va dire « Ah, vous vous souvenez, il a dit un truc ». Non, il y a toujours un intérêt. Les territoires ou les gens ? Encore une vaste question. Les gens font les territoires et les territoires font les gens. Voilà ce que je peux vous répondre. Je pense que, peut-être pour se rattacher à l'esprit du bouquin, le territoire, c'est peut-être une dénomination un peu technocratique et un peu chiante de la commune ou de la campagne ou de chez soi. C'est l'unité de proximité la plus légitime, pertinente pour les gens. Voilà. Pourtant, j'ai pas eu une très bonne note au bac de philo, mais non, je pense que c'est par le territoire que la collectivité, la commune, que les gens peuvent s'exprimer démocratiquement le plus facilement et trouver du sens, plutôt que par... après, ça reste un territoire, mais l'État ou une superstructure un peu lointaine, dont on ne comprend pas toujours les décisions, qui ne représente pas toujours bien, et qui a des penchants technocratiques et liberticides. Le pays dans lequel vous vivez, il vous plaît ? Oui, immensément. C'est pourquoi je m'acharne à écrire. Ça n'a pas été de tout repos de faire un bouquin. Et ce personnage, il a fallu lui courir un moment après pour qu'il accepte. Et voilà. Dans ce qu'il devient, évidemment non. Pour autant, je ne suis pas décliniste, mais j'observe un déclin manifeste. Qu'est-ce qui vous déplaît ? On voit la déliquescence de la France dans à peu près tous les domaines, principalement à cause de son État qui est désorganisé. L'éducation, la santé, la sécurité, la démographie, tous ces sujets-là, est-ce qu'on peut dire c'était mieux avant ? Je pense que oui. Vous êtes jeune, vous pouvez pas. Moi, je peux vous dire que oui. Non, moi, je ne peux juger, je ne juge pas les ordres politiques, je parle de l'état des choses, l'état des lieux. Quand on dit ça à mon âge, on est tout de suite catalogué de fachos réactionnaires, alors que ce ne sont que des éléments objectifs que je pointe là. Regardez la sécurité.
il y a plus 15% d'homicides, je crois, ces 5 dernières années. Je ne sais pas plus combien de pourcents les 15 ou 20 dernières années, et c'est une tendance qui est à la hausse, alors qu'elle était à la baisse depuis des siècles en France. Regardez l'éducation, avant on était connu pour être une superpuissance éducative, et maintenant on est à la ramasse dans tous les classements, le classement PISA notamment. La semaine dernière, on a appris que les élèves de 6e ne savaient pas combien il y avait de quarts dans 3 quarts d'heure. Enfin, voilà, l'éducation. Ensuite, la santé, c'est une des prérogatives majeures de l'État, dans lequel des milliards sont engloutis chaque année avec des impôts dont on se demande à quoi ils servent, pour quels résultats, des urgences qui ferment, des soignants mal payés, en nombre insuffisant. Voilà, enfin, tout ça, c'est des éléments très objectifs pour dire, voilà, je ne suis pas décliniste, je suis juste réaliste quand je dresse ce constat-là. Et pour autant, contrairement aux déclinistes, je ne pense pas que tout ça, cette pente est infinie et que tout cela est irrémédiable. On peut agir concrètement là-dessus. Et quand je dis que c'est, selon moi, la désorganisation de l'État qui est responsable de tout ça, ou du moins une certaine conception de l'État, très technocrate, bureaucratisé, etc., c'est bien qu'il y a des moyens, il y a des leviers d'action, et que l'État, c'est pas... on peut agir dessus, on peut le réformer. C'est juste qu'il n'y a jamais eu la volonté de le faire, puisqu'on a un personnel politique extrêmement conformiste qui se succède élection après élection depuis des décennies, et personne, hormis, d'après moi, David Lisnard, ne propose de réformer profondément ce système-là. Et c'est, à mon avis, cet effondrement de l'État, puisqu'on peut parler d'effondrement et pas seulement de déclassement, à mon avis, qui génère toutes les frustrations, les colères, et les rancœurs et tout ce qui se passe dans la société. J'ai l'impression que l'État entraîne avec lui la société française dans sa chute. Et que si il y a tant de colère quand une injustice est commise et qu'elle n'est pas réparée, c'est en premier lieu la faute de l'État, parce que l'État n'a pas été là pour déjà prévenir la commission de ce délit, et ensuite il n'a pas été là pour le punir ou le réprimer à la hauteur de ce qu'il aurait dû être avec sa justice, qui est une de ses prérogatives majeures. Donc je ne sais plus quelle était vraiment la question, mais... Vous inquiétez pas. On va retomber sur les pattes. Oui, ça m'est sorti de la tête, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des choses qui sortent de la tête. Mais je sais que c'est un professeur de sociologie au Canada qui, dans un de ses livres, a écrit « Avant de penser au sort du monde, range ta chambre ». En fait, avant de poser toutes les questions d'État, pourquoi c'est aussi sale en France? Aussi sale? Sale. Les rues sont sales. Ah oui, d'accord, au sens vraiment oui. Premier du terme. Oui. C'est, je ne sais pas, c'est... Partout c'est sale. C'est, je pense, une volonté assez peu affirmée de tenir l'espace public, et qui est assez révélatrice d'un logiciel de pensée, un fonctionnement qui est à l'œuvre. Moi, je le vois à Bordeaux. Vous le voyez peut-être à Paris, mais moi je vis à Bordeaux, et bon, c'est vrai dans beaucoup de métropoles qui par définition sont plus difficiles à gérer que des petites communes, mais à Bordeaux, où ce sont les écolos qui sont à la manœuvre depuis 2020, on voit une dérive de la tenue de l'espace public assez sidérante. On voit, alors moi quand je parle de ça, on se moque souvent de moi en disant que je suis un peu illuminé, mais les herbes qui poussent sur les trottoirs par exemple, qu'est-ce que ça coûte de les enlever? Parce qu'après ça décèle les pavés, ça fait des mares dans les trottoirs, et du coup les cyclistes ils peuvent plus rouler. Enfin c'est révélateur de voilà. Et donc les écolos à Bordeaux, quand on les questionne là-dessus, ils disent oui, mais ça entretient la biodiversité. Et en fait, ils pensent faire de l'écologie en laissant pousser des herbes folles sur la chaussée, et en mettant des trottinettes et en plantant 4 arbres sur la place Péberlan devant la mairie, qui est un peu un haut lieu touristique de la ville. Ça a coûté 250 000 €. Il y a eu 6 mois de fouilles archéologiques avant d'implanter ça, et on se dit on fait de l'écologie avec ça. Bon, enfin, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire, oui, la tenue de l'espace public, c'est important, parce que
c'est là où on vit. Donc il n'y a pas de qualité de vie sans qualité de l'environnement dans lequel on vit. Et tout ça est indissociable. Et il y a peu de volonté de le faire. Et donc j'en reviens encore à David Lisnard. Lui, il a démontré que par une gestion rigoureuse, locale, au cas par cas, et acharnée, parce qu'il faut un peu de la volonté pour ne pas se laisser emporter par l'administration souvent, on peut entretenir l'espace public. Et puis si on est capable de tenir ses rues, on peut tenir ses comptes, on peut tenir... les gilets jaunes qui veulent tout casser, parfois légitimement. Voilà, tout ça est lié plus ou moins. Mais c'est pour ça, au fond, la question, vous savez, notre chef-op est japonaise, et du coup, au Japon, les gens ne demandent pas l'intervention de l'État pour ne pas jeter un papier par terre. On a un sens du civisme qui est bien moins développé en France. Pourquoi la France est le pays où j'ai l'impression le sens du civisme est le moindre que partout ailleurs? Et il y a un écrivain russe, ukrainien peut-être parce qu'il était à Kiev, Bulgakov, qui a écrit dans un de ses petites nouvelles que le communisme commence par le monsieur qui pisse à côté de la pissotière. Je ne sais pas si le sens du civisme est moins développé en France que... en tout cas, c'est le pays qui devient dans les le pays plus sale d'Amérique du monde. latine ou les pays du Maghreb ou autres, mais... C'est un autre type de saleté. Je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais je lirais ça, alors on me dira peut-être que je suis monomaniaque aussi, mais à cet état infantilisant, déresponsabilisant, qui nous amène à déléguer nos responsabilités toujours à l'entité supérieure qu'est l'État, que sont les pouvoirs publics, qui dit on va s'occuper de tout pour vous, donc vous ne savez pas vous occuper de vous-même. Donc il y a un mécanisme mental très insidieux là-dedans qui peut expliquer en partie, à mon avis, l'incivisme qu'on connaît. Je sais pas, ça vous satisfait pas comme réponse? Oui, pourquoi pas. Non, mais de toute façon, c'est la vôtre. Il y avait le pape qui était venu en France. D'ailleurs, il a dit, je ne suis pas venu en France, mais à Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Marseille, c'est la France, je sais pas. Normalement, oui. Ça vous vexe? Moi, ça me vexe pas du tout. Moi, j'ai aucun affect vis-à-vis de ça. Je suis pas chrétien, en plus, donc j'ai encore plus de distance vis-à-vis de ça. Non, mais non, je comprends qu'il puisse dire ça sans vouloir y trouver matière à polémique. Marseille a une identité tellement singulière en France que... il peut tout à fait dire je viens à Marseille plutôt qu'en France sans qu'on le prenne mal ou qu'on soit vexé. Ça m'arrange que vous ne soyez pas chrétien parce que vous allez vous avez le droit moral, plus facile peut-être d'essayer de comprendre ma question. On a dit un peu avant que le Vatican c'est un projet comme un autre, d'ailleurs qui réussit parce qu'il est long terme. Le pape vient d'un monde de l'Amérique latine qui est très proche des idées du bolchevisme. Vous voyez où je veux en venir? Il est jésuite, je ne sais pas, j'ai pas une connaissance suffisamment fine pour savoir la proximité entre le bolchevisme sans parler de et la religion, il y a le bolchevisme Trotsky a fini ses jours là-bas, c'est le bolchevisme qui va jusqu'à l'Amérique latine. Il y a beaucoup de Russes qui ont immigré maintenant là-bas. Il y a de plus en plus de Latins qui viennent aux États-Unis, qui sont catholiques, et je pense que maintenant c'est 50-50, les protestants et les catholiques. Tout ça, c'est une distribution des cartes, à votre avis? Et que le pape a dit, mais il a dit, il était en visite en Mongolie et qui a fait une espèce de apologée de l'empire, comment il a dit ça, Pax Mongolia.
J'ai sursauté sur ma chaise parce que c'était quand même un joug dont les Russes ont beaucoup souffert. Les Tataro-Mongols, Genghis Khan. Je me suis posé la question, est-ce que Genghis Khan ne va pas être canonisé bientôt par le pape? Bon, c'est étrange tout ça. Ouais. Mais je ne saurais pas répondre vraiment à la question parce que je la vois pas vraiment en fait. Vous appartenez... Non, mais la question, c'est la place de la religion, qui est l'opium Du peuple. Quoi. Dans la société d'aujourd'hui. Oui. Ça rejoint là où... Enfin, toutes les questions sont très bien posées puisqu'elles se rejoignent les unes les autres, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la désaffiliation des gens aux structures traditionnelles que sont la famille, la religion, l'État. Néanmoins, on voit un retour, de par les communautarismes qui s'expriment, à des structures telles que la religion. Enfin, d'ailleurs, il ne me semble pas que la déchristianisation de la France se poursuive encore. Il me semble qu'il y a un regain d'intérêt pour la religion, peut-être davantage chez les musulmans que chez les chrétiens en France, mais il me semble qu'il y a plus de croyants chrétiens ces dernières années, non? Peut-être que je me trompe. En tout cas, je pense que c'était ça l'idée de nommer un pape latino-américain, pour effectivement redonner... il y a plus de catholiques en Amérique latine qu'ailleurs, et c'était peut-être ça le but. À ce propos, en Israël, moi j'ai appris par exemple à cause de cette réforme qu'on voulait faire en Israël, que l'Israël est un État laïque. J'étais persuadée du contraire. Quand j'ai appris que c'est un État laïque, j'étais très surprise, qu'il n'a pas de constitution. Et aujourd'hui, il y a démographiquement une bascule vers un État religieux, parce qu'il y a plus de religieux qui refusent d'aller en armée, et qui mettent en question l'existence de l'État d'Israël, qui d'après eux nuit plus qu'autre chose. Ce retour vers les religions, ce retour vers le concept des religions, peu importe lesquelles, qu'en dites-vous? Quand on est athée et cartésien au bon sens du terme, comme je pourrais me le définir et comme je pense de plus en plus de jeunes quoique se définissent, on ne peut pas le voir avec forcément beaucoup de bienveillance, parce que la religion, même si elle peut charrier des valeurs la charité chrétienne, très humaniste, l'amour, la solidarité, l'aide de son prochain, etc., elle est quand même fondée sur une doctrine qui peut paraître rétrograde du point de vue des mœurs, du point de vue de... Voilà, quand on est croyant, on a peut-être des œillères. Alors peut-être que c'est une appréhension un peu limitée de la religion que j'ai, parce que je ne le suis pas. Mais voilà, enfin, moi je ne vois pas forcément ça d'un très bon œil. Après, j'ai peut-être tort d'opposer, comme beaucoup de gens le font, la rationalité et la religiosité, puisque il y a des très grands savants, notamment musulmans dans une époque ancienne, Ibn Khaldoun, tout ça, qui étaient aussi très croyants. Donc voilà toutes les limites de mon raisonnement. Vous êtes peut-être contre le côté rituel. Oui, tout ça me parle pas, et je pense que ça parle de moins en moins de jeunes. Voilà, moi j'aime bien l'atmosphère des églises qui est très qui en impose le poids de l'histoire, des siècles, d'une culture, les orgues, etc. Tout le décorum, j'ai beaucoup de respect pour ça, et je sais que ça a fondé la France. Mais pour autant, sur l'aspect vraiment la messe en latin ou pas d'ailleurs, moi ça me laisse indifférent. Voilà. Militarisation. Il y a des gens qui parlent de plus en plus
de relancer l'industrie militaire. Vous vous imaginez aller en guerre? Moi, personnellement, en tant que soldat, je ne l'imagine pas. Peut-être que je devrais, quand on voit la marche des choses. Les gens de ma génération ont, je pense, grandi dans l'illusion, comme on disait tout à l'heure, que la paix était devant nous et que les guerres, c'était quelque chose qu'on ne voyait que dans les livres d'histoire, les séries, les jeux vidéo, etc. Et on voit que ça revient et qu'il y a des foyers de guerre ou de gestation de guerre un peu partout sur la planète, y compris chez nous. Peut-être pas de guerre au sens premier du terme, mais une guerre civile où il y a quelque chose de très malsain qui essaime un peu partout. Donc oui, je pense qu'il y aura plus de guerres, il y aura encore des guerres à l'avenir, dans un avenir proche et peut-être plus près de chez nous. Après, là, il faut encore poser la question à des gens qui sont plus spécialisés que moi. Mais pour la question, est-ce que je serais prêt à y aller, il faut voir le rapport bénéfice-risque. Alors c'est peut-être un peu lâche comme raisonnement, puisqu'on va dire que je ne suis pas patriote, etc. Mais sur le principe, si la France et notre modèle était vraiment menacé, peut-être que je m'engagerai d'une manière ou d'une autre, et certainement même, pour le défendre. Ça me semble... Et je pense que beaucoup de gens, y compris des jeunes, seraient dans la même approche que moi. Il y a un paradoxe. Quand je suis venue en France, j'avais du mal à me faire à l'idée que être patriote, nationaliste, c'est mauvais tout ça. Et depuis 1 an et demi, on voit un pays qui est l'Ukraine, qui lutte pour la nation. Le mot nationalisme devient de plus en plus souvent employé, le patriotisme aussi. Et je dirais même que on est en train de défendre l'idée d'un État monoethnique. Vous voulez dire en Ukraine ? Oui, parce que les intervenants ukrainiens nous parlent de retour vers 1000 ans en arrière, parce que, vous comprenez, on était... en fait, les Grecs peuvent aussi dire que l'Italie, c'est à eux. C'est cette schizophrénie qui m'étonne. Est-ce que c'est l'Europe qui est en train de changer et qui autorise désormais des propos comme ça, qui ne les critiquent plus? Je trouve pas que ce soit très malsain que des peuples fassent appel à leur histoire très ancienne pour justifier leur patriotisme, voire leur nationalisme. Je pense que c'est même tout à fait naturel et sain, parce que voilà, sans identité, sans racines, il n'y a pas de société, il n'y a pas de... Voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais les racines, quand on s'applique à les saccager, elles finissent toujours par se renforcer et on finit toujours par mieux les voir, quoi. Mais est-ce que vous qui êtes dans un magazine, vous avez des antennes pour prendre la température de la société, ce n'est plus des sujets tabous comme c'était il y a quelques années? Non, de moins en moins. Il y a beaucoup de sujets qui étaient tabous il y a encore 4-5 ans, qui ne le sont plus. Le sujet de l'immigration, quand on se disait contre, ça ne veut rien dire, mais quand on se disait opposé aux flux migratoires tels qu'on les connaît en France aujourd'hui, on était tout de suite catalogué de fascistes, de réactionnaires, ce qui n'est encore le cas aujourd'hui, mais beaucoup moins. La doxa a fini en partie par se conformer à cette nouvelle grille de lecture, j'ai l'impression. Même s'il y a encore des résistances très profondes. Et donc, sur les notions de, comme vous dites, de nationalisme, patriotisme, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tabou. Enfin, il y a moins de tabous qu'il y en avait à une certaine époque. Ouais. Une question qui va peut-être
pas plaire au héros de votre livre, parce que pour moi, Cannes, c'est une ville, et je ne critique pas, c'est comme Saint-Germain-des-Prés. Pour moi, Paris, c'était Saint-Germain-des-Prés, sauf que ça n'existe plus. Ce n'est que dans les films américains en noir et blanc. Ce Saint-Germain-des-Prés. Et pour moi, Cannes, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existe plus. Voilà une question beaucoup plus simple à répondre. Cannes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et voilà, aux clichés, et contrairement à ce que véhiculent beaucoup des adversaires de David Lisnard à dessein, c'est pas du tout. Elle ne se résume pas qu'au festival, aux paillettes. Aux stars, etc. À Cannes, c'est, je crois... Quel dommage. Je crois que c'est 20% de taux de pauvreté, ce qui est quelques points au-dessus de la moyenne nationale. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais ce qui est fascinant dans cette ville, c'est que on voit tout et son contraire. Il y a des grosses Porsche qui se baladent en ville avec leurs mamies qui vont au marché avec leur cabas à roulettes. Il y a des gens très riches, il y a des gens très pauvres. C'est une ville historiquement d'immigration, avec des dizaines de nationalités différentes, de vagues d'immigration, parce qu'il y a beaucoup de classes populaires, moyennes, dans l'artisanat, dans la pêche, historiquement. Et puis d'un autre côté, il y a ce qu'on connaît, il y a le côté show-off, comme on dit. D'ailleurs, j'en raconte plein d'anecdotes dans le bouquin du Cannes à la fois populaire et du Cannes très hors sol. Mais c'est ça qui est fascinant dans cette ville. Et puis on peut l'aimer avec toutes ses composantes. Et donc, pour en revenir à David Lisnard, je pense que de par la connaissance qu'il a le fait qu'il soit maire d'une ville aussi hétéroclite, d'une telle mosaïque, et qu'il arrive à concilier sans que ça pète, puisque ça pourrait facilement péter ailleurs, ça montre qu'il a peut-être des capacités autres que gérer la simple ville de Cannes, aussi fascinante soit-elle. Alors je vais enfoncer le clou. Sur le paysage de la guerre, on parle d'un régiment, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, le régiment de Monaco. C'est-à-dire c'est les patriotes ukrainiens qui sont tous partis à Monaco et qui d'ailleurs vivent très bien avec d'autres patriotes russes et qui font les fêtes communes. Et donc ça se passe à Monaco. Qui dit ça se passe à Monaco dit que ça se passe aussi à Cannes. Et dans les chaînes Telegram ukrainiennes, j'ai lu même qu'il y a quelques très riches Ukrainiens qui ont racheté, il y en a un qui a racheté trois restaurants d'un coup à Cannes. Pourquoi ces villes, pourquoi ils attirent tant les gens infréquentables ou douteux du moins, et comment un maire d'une ville pareille gère ce côté obscur des gens qui viennent. Alors, il y a effectivement beaucoup de plaques ukrainiennes quand on observe les voitures sur la Côte d'Azur depuis quelques mois, et en particulier à Cannes ou Saint-Jean-Cap-Ferrat ou les grosses cités balnéaires de la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes. Pourquoi je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense qu'il y a un ancrage historique, une espèce d'attrait pour cette région, en particulier des Russes. D'ailleurs, beaucoup de Russes ont changé leurs plaques pour des plaques ukrainiennes pour ne pas être mal vus dans ces régions-là. Comment savez-vous que c'est officiel ? Parce que comme vous le dites, j'ai des antennes et donc... Ça, c'est intéressant. On me l'a expliqué et puis ça semble assez naturel, oui. Quand on se place de leur point de vue. Et après, comment lui fait-il pour gérer ça ? Vous lui avez posé la question ? Oui, mais un maire n'a pas le pouvoir de dire qui l'accueille sur sa commune. C'est à qui le pouvoir ? Les gens s'installent où ils veulent. Je veux dire, sauf si ce sont des gens du voyage ou des squatteurs ou des gens qui s'installent dans une parcelle non réglementée. Les Russes, les Ukrainiens ou n'importe qui est libre d'acheter ou de louer une propriété sur Cannes ou ailleurs. Donc ça, il n'y a pas son mot à dire. Et après, je pense qu'il ne faut pas aussi
peut-être fantasmer ou surestimer la présence d'oligarques russes ou de toutes ces personnalités sombres, comme vous les qualifiez justement, sur la Côte d'Azur. Elles sont peut-être très visibles, mais aussi parce qu'elles sont minoritaires. Et comment les Canois vivent par exemple en Israël, après le début de la guerre, il y avait une vague phénoménale d'immigration, parce qu'en fait tous les Russes qui sont dans les professions libérales, une grande partie sont partis en Israël. Ça a posé un problème, hein, parce qu'il y a l'immobilier qui devient c'est inimaginable pour les gens. Comment vivent les Canois cette vague d'immigration des riches? C'est même pas des réfugiés, c'est des riches. Ils le vivent très bien, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la rancœur ou l'animosité, l'hostilité qu'on observe facilement un peu partout des pauvres envers les riches, pour dire les choses simplement. Enfin, du moins, moi, je ne l'ai pas observé depuis 2-3 ans que j'ai vadrouillé à Cannes. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un espèce de microclimat dans cette ville et peut-être plus généralement dans les Alpes-Maritimes où il y a une sociologie de droite quand même bien enracinée chez qui ne prospèrent pas ces sentiments que sont la rancœur, la jalousie, et qui sont plutôt consubstantiels d'une certaine gauche, voire extrême gauche, dans le paysage politique. Donc même s'il y a des gens de gauche à Cannes, évidemment, mais non, moi j'ai pas observé ça là-bas. Et c'est pour ça que c'est à ce titre-là une ville très intéressante, puisqu'il y a des écarts de richesse énormes, il y a des écarts de références communes, enfin voilà, qui cohabitent sans souci, sans problème. Donc c'est un beau laboratoire de ce que pourrait être la France aujourd'hui ou dans quelques années, mais ce qu'elle est hélas pas, où on voit une confrontation de toutes ces communautés, hélas aujourd'hui. Voilà une phrase qui peut servir pour les élections. Du coup, ma question, les élections, point d'exclamation, point d'interrogation, vous participez dans les élections? Ça vous amuse? Ça a un sens? J'y participe parce que c'est le meilleur moyen, jusqu'à preuve du contraire, d'agir sur le cours des choses. J'y participe pas toujours avec entrain, enthousiasme, joie. Il y a eu des élections où, même si j'en ai pas participé à beaucoup d'élections où je n'ai pas voulu voter, où j'ai voté blanc, mais ça reste le meilleur moyen d'agir. Enfin, il y a les manifestations. Bon, on voit manifestation après manifestation le résultat que ça a donné. Enfin, voilà, ça n'agit pas. Après, il y a la bataille culturelle. Les journalistes, les éditeurs, les auteurs, les politiques. Enfin, voilà. Enfin, après, quand on veut vraiment agir sur le cours des choses, le meilleur moyen, c'est de s'inscrire dans le système institutionnel tel qu'on le connaît, de la Ve République, avec toutes ses limites. Alors peut-être qu'il faudrait le réformer, mettre plus de démocratie participative, horizontale. Moi, j'y crois pas tellement. Notamment, on l'a vu avec la Convention citoyenne, bon, après, qui a été voulue comme telle. C'était, à mon avis, un dispositif d'enfumage qui était destiné dès le début à être un peu mis de côté. C'était par simple démagogie pour calmer la colère. Mais même, quelle est la légitimité d'une institution, enfin, d'un dispositif pareil quand on a un Parlement avec des gens qui sont connaisseurs de leur sujet, qui sont élus pour représenter le peuple? Quelle est la légitimité de 10 personnes tirées au sort dans la population pour légiférer ou proposer des lois ou des orientations sur des sujets aussi complexes que la politique énergétique, industrielle de la France, la fin de vie, etc. Donc enfin voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais moi je préfère voter et être patient quand le résultat ne me satisfait pas pour l'élection prochaine. Quand votre patience atteindra la limite... je ne voterai plus, probablement. Dans quel pays émigreriez-vous?
Peut-être la Suisse. Ah bon, pourquoi? Non, parce que c'est, je sais pas, c'est peut-être un a priori. Pas mais la Suède. Non, ça se passe pas tellement mieux que chez nous, j'ai l'impression. Et non, j'ai pas voyagé énormément dans ma jeune vie, mais le peu que j'ai vu, j'en reviens toujours à la supériorité de la France, patrimoniale, Vous êtes culturelle. chauvin? Oui, enfin, je l'étais pas d'instinct ou d'emblée ou par idéologie, mais enfin non, cet été je suis allé en Croatie et au Monténégro, Hein. qui sont deux très beaux pays, mais voilà, enfin, ça n'égale pas Ah non. la suprématie intellectuelle, culturelle, littéraire, patrimoniale, gastronomique, enfin, sur tous les volets de la France. Donc c'est pour ça que avant de penser à immigrer, j'ai encore des espoirs que les choses puissent changer. Je vais encore voter. Et si les résultats des élections ne me conviennent pas, et selon mon état d'esprit du moment, peut-être que je me réfugierai dans l'abstention comme beaucoup de gens, et comme je comprends qu'ils le font de plus en plus. Parce que quand on subit désillusion après désillusion pendant des décennies, je comprends tout à fait qu'on ne veuille plus voter ou qu'on vote aux extrêmes. Donc en attendant, je suis encore plutôt jeune et j'ai encore envie d'espérer, et je pense que c'est pas naïf comme raisonnement. Vous aimez Napoléon? Par la grandeur qu'il inspire, par l'ampleur des réformes qu'il a pu instaurer et qui ont fondé la France, comme De Gaulle, comme tous ces personnages, évidemment. Après, contrairement à beaucoup de gens dans la droite dans laquelle je m'inscris, j'ai pas une fascination quasi théologique pour ce personnage, même si je peux la comprendre, mais j'ai pas d'affect particulier par rapport à ça. Non. Avant Napoléon, le monde parlait en français. Après Napoléon, on parle plus français dans le monde. D'où l'attrait qu'il représente et que je comprends, oui, tout à fait. Que pensez-vous du culte de la personnalité? Vous avez dit plusieurs fois Général de Gaulle. Pourquoi se réfère-t-on toujours... ça me gêne toujours, cette répétition, Général de Gaulle par-ci, Général de Gaulle par-là, comme ça me gêne qu'on fait le culte de Zelensky, par exemple, ou comme Mandela, ou comme la mère Teresa. Dans la personnalité, il n'y a pas spécialement du culte. Ça tient surtout à notre système qui met sur un piédestal et qui identifie et qui veut certaines personnalités et qui veut qu'elles incarnent la nation et le peuple. Donc, pourquoi les personnes ne veulent plus incarner le peuple simplement par eux-mêmes, par leur personnalité? Vous n'avez pas envie d'encarner un peuple sans dire que... Vous voulez dire l'addition des gens c'est-à-dire que les incarnent, personnes, eux, une société. pardon de donner les mauvais, mais les personnes comme Trotsky ou comme Lénine ne voulaient pas incarner quelqu'un d'autre. Ils se sont imposés eux, ils sont rentrés dans l'histoire comme ça. Les hommes politiques qui disent toujours Général de Gaulle, je vais faire comme Général... Souvenez-vous du journal, au fait, on ne sait pas comment ils s'appellent. Les personnes qui se réclament de telles ambitions sont rarement celles qui s'imposent comme leurs successeurs. Donc, mais non, je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre. Parmi les gens de votre génération, vous pouvez donner un nom, deux noms, des gens de... À 25 ans, les révolutionnaires ont déjà commencé à... Je ne parle pas de la révolution, j'aime pas les révolutions, mais y a-t-il quelqu'un de moins de 50 ans qu'on peut aujourd'hui citer comme vous voulez dire la dans vraie le paysage personne actuel qui représente... Oui. Alors, David Lisnard a 54 ans, donc ça rentre peut-être pas dans votre question. Avec après, la longévité. Ça dépend. La question, est-ce que la question c'est une personnalité qui incarne ce que pourrait être la France dans le futur, et est-ce que cette personnalité doit être au pouvoir?
Moi, enfin voilà, D'accord, j'ai compris. voilà ma réponse. Vous me présenterez? Avec plaisir. Vous l'inviterez, ce sera encore mieux. Ah, mais vous voyez, je ne sais pas courir comme vous, j'ai plus l'âge, je vais m'essouffler. Vous aimez vraiment cette personne? Oui, alors après, attention, c'est... Non, mais je parle sincèrement, quand je dis aimer, c'est pas dans le sens actuel des termes. Maintenant, on prend tout de travers. On me reproche souvent d'avoir fait une hagiographie. Je vais pas me fatiguer à démentir ces personnes-là. Oui, enfin, je prends clairement parti pour... vous aimez sa ville, apparemment, vous aimez ce qu'il représente. Oui, mais même là aussi, je ne fonctionne pas avec des a priori, avec de l'affect particulièrement. J'ai découvert David Lisnard de par mon travail, puisque je m'occupais jusqu'à très récemment du supplément de la région PACA, de Valeurs Actuelles. Et pour notre premier numéro, c'était en mars 2021, je l'ai interviewé. Et en parallèle de ça, j'avais l'idée de faire un bouquin sur la droite, sur la France. Voilà, j'avais des choses à exprimer, mais je ne savais pas comment. Et en parallèle de ça, ce personnage a émergé sur la scène nationale à l'époque où, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il n'y avait pas de candidat pour incarner la droite à la présidentielle. Donc je me suis dit qu'il y avait une histoire intéressante à raconter et en même temps un socle idéologique à poser vu l'éparpillement et la déshérence de la droite. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à lui, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à Cannes, pour y avoir passé beaucoup de temps. Enfin, je vois peu de gens qui connaissent Cannes et qui disent c'est une ville absolument atroce. Voilà, c'est une ville qui est tellement riche et diverse qu'on ne peut que l'apprécier. Mais ça, c'est un point de détail par rapport à votre question. Non, si je partage les idées de David Lisnard et que je veux les faire vivre, c'est parce que je suis persuadé, dans le paysage politique actuel, qu'il est le seul à incarner et à proposer, parce que dans notre système présidentialiste, les deux vont ensemble, à proposer et incarner une offre politique qui nous manque aujourd'hui et qui tranche radicalement avec celle existante pour schématiser l'extrême centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, qui sont que des extrémismes ou des conformismes qui s'alimentent et qui nous ont menés et continuent à nous mener dans le mur. Donc voilà pourquoi j'ai fait tout ça et j'exprime cet entrain qui peut paraître de l'extérieur peut-être un peu excessif, mais voilà. Enfin, moi je crois au sursaut de la France, sans vouloir être grandiloquent, et j'estime il ne peut passer que par cette voie-là. Bon, on va faire une pause publicité. Non, au contraire. Et après, vous donnerez l'extrait à monsieur le maire. Quel est le restaurant où il faut aller à Cannes? On a pas mal. Alors, je ne sais pas si vous 3. aimez... Ouh là là. Alors, si vous aimez italien, il y en a un juste à côté de la mairie qui s'appelle... J'ai une très mauvaise mémoire des noms. La Piazza, qui fait des magnifiques pizzas en forme de demi-lune qui sont gargantuesques et très bonnes. Si vous aimez la nourriture japonaise, c'est des références très consensuelles que je vous donne. Mais il y a Green Sushi qui est sur les allées de la Liberté, près de la mairie aussi. Et un troisième, j'ai pas de troisième. C'est mes deux adresses favorites. Après, Donc vous êtes pizza et japonais. Voilà. Pizza et sushi. Je suis pas et la très cuisine française non plus. Mais la cuisine française, j'en mange tous les jours chez moi, donc c'est pas la peine. Et quel hôtel il faut aller à Cannes? Là aussi, ça dépend du budget et des envies. Mais pour un budget moyen qui est le mien et qui est surtout celui de mon journal, puisque quand je me déplace pour des raisons professionnelles, je suis raisonnable. L'hôtel des Orangers, qui est un peu en surplomb du port de Cannes. Quand on monte vers la voie rapide, le Suquet, c'est la vieille ville. Combien d'étoiles? Qui est 2 ou 3 étoiles, mais qui est un hôtel à la fois modeste et très agréable. Et authentique. D'accord. Et pour les gens qui ne se font pas payer par le journal?
Ah bah là, vous avez le choix sur la croisette, le Carlton, le Majestic, le Martinez. Ah, mais ça, c'est Donc, pour ceux qui sont... Mais j'y ai jamais mis les pieds, et donc, Ah. hormis sur leur terrasse, donc je pourrais pas vous dire. Et la librairie à Cannes? La librairie Autour d'un livre, qui est une institution cannoise, et qui est connue pour avoir défié les règles du confinement pendant le Covid, puisqu'elle avait refusé, elle, c'est Florence Kammerman, la libraire qui tient cette petite librairie, elle avait refusé de se plier aux règles stipulant que les livres étaient des produits de seconde ou tierce nécessité, et qui a continué à ouvrir pendant le confinement. Ça lui a valu des soucis, mais elle a reçu le soutien du maire de Cannes. Qui lui a dit, bravo. Génial. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le boulot. Merci de m'avoir invité.